Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Après 2 ans et demi de prison. Oui, bien sûr, je me porte bien. Vous savez, on a enduré cette situation, mais pour l'instant, je peux vous dire que je me porte bien. Est-ce que la prison vous a changé? Vous savez, pour le cas qui est le nôtre, nous avons été arrêtés injustement. Et je dirais que ce que nous avons subi allait au-delà d'une injustice. C'était carrément de la persécution. Bon, face à toute situation, il y a toujours une leçon qu'on retient. Cette prison m'a appris 2 choses. Premièrement, le pardon. J'ai appris là-bas qu'il faut pardonner. Et la deuxième chose, c'est la patience. Il faut patienter en tout temps. Parce que lorsqu'on vous condamne à 7 ans injustement, et c'est lui qui vous fait condamner, c'est le président de la République lui-même qui exige à ce qu'on vous condamne. Donc, vous vous dites que les carottes sont cuites et que vous n'avez qu'à patienter jusqu'au jour où vous serez libre. Donc le fougueux Jean-Marc Kabound des années 2020 a changé. Nous sommes en train de grandir. Hein. Je ne suis plus le Jean-Marc de 2020. Il s'est passé 5 ans déjà. Je crois que nous sommes en train de nous battre pour atteindre cette maturité qu'il nous faut pour apporter les changements que notre peuple attend dans ce pays. Et donc, je suis en train de faire beaucoup d'efforts en fait d'atteindre cette maturité qui pourra m'aider à gouverner, à gérer bien ce pays demain. Le 1er septembre dernier, une révolte dans la prison Makala de Kinshasa a provoqué officiellement la mort de 129 détenus. Vous étiez vous-même détenu ce jour-là dans cette prison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? En réalité, il n'y a pas eu 127 morts. Ce bilan est totalement faux. La vérité est qu'il y a eu près de 2000 morts. D'ailleurs, les bilans de l'administration carcérale qui est restée cachée faisaient état de 1500 morts. Mais pour nous, les prisonniers, parce que ce sont les prisonniers qui ramassaient les corps, qui les entassaient, qui les chargeaient dans des camions pour les évacuer, donc le bilan était de 2000 morts. Alors, cette situation est dramatique parce que dans une prison déjà qui avait 22 000 pensionnaires au lieu de 1500 prévus, c'était difficile pour gérer une telle surpopulation. Mais l'événement se passe la nuit du 1er au 2, c'est-à-dire à minuit exactement. Le premier pavillon est cassé. Ceux du premier pavillon vont casser les deuxièmes pavillons, ainsi de suite. Ils arrivent à casser tous les pavillons. Là, c'est de minuit à 2 heures du matin et les services de sécurité commis à la garde de la prison n'ont pas réagi. Ils ont laissé les prisonniers casser les portes des cellules et s'entasser dans la cour de la prison pour chercher à forcer maintenant le portail central afin de sortir. C'est là que les services de sécurité vont intervenir, mais cette fois-là, sans sommation, ils ont tiré dans la foule, faisant des milliers de morts. Donc ici, je dénonce et je condamne l'attentisme de nos services de sécurité. Alors que s'ils étaient intervenus à temps, ils auraient empêché les prisonniers du pavillon 7, qui étaient moins d'1 millier, à casser d'autres pavillons, faisant maintenant une grande foule qui était difficilement gérable par les services de l'ordre. En plus, ces gens n'ont pas pu tenir compte des femmes qui étaient incarcérées à Makala parce qu'ils savent bien que chaque fois qu'il y a tentative d'évasion, les prisonniers se dirigent toujours dans le pavillon des femmes pour violer. Et je vous dis que mon pavillon était juste à côté du pavillon des femmes. Nous avons vécu des choses horribles. 400 femmes ont été systématiquement violées par des milliers de prisonniers. Alors que la porte de sortie de ces pavillons donne directement à quelques mètres de là où les services de sécurité ont leur campement. Ils n'ont pas tenu compte de ça, ils ne sont pas venus intervenir. Ils ont laissé tout cela se passer et comme solution, c'était tirer dans la foule sans sommation pour faire des milliers de victimes. Et vous-même, comment avez-vous survécu ? J'ai survécu par la grâce de Dieu parce que le pavillon 8 où j'étais logé était aussi cassé, contrairement à d'autres cas d'évasion qui ont eu lieu dans les temps à Makala. Le pavillon 8, considéré comme VIP, n'a jamais fait l'objet de ce genre de choses. Mais pour cette fois-là, le pavillon 8 a été cassé. Les prisonniers violents avaient pénétré à l'intérieur, pillant, cassant tout à leur passage. Bon, j'ai eu la vie sauve parce que les autres pensionnaires qui étaient avec moi
moi ont estimé que je ne pouvais pas rester visible. Ils sont allés me cacher dans une chambre qui était petite, qui n'a que 4 pensionnaires. Heureusement pour moi, cette chambre a une porte blindée. C'est là que j'ai eu la vie sauve. Et vous dites qu'il y a un rapport de l'administration pénitentiaire qui parle de 1500 morts ? Justement. Et ce rapport, vous l'avez vu ? Il n'a jamais été rendu public, il est resté confidentiel. Mais vous savez, nous étions en contact permanent avec les agents pénitentiaires qui nous ont fait savoir que réellement pour eux, ils avaient dénombré 1500 morts, alors que ce n'était pas vrai. C'est au-delà de 1500. Et ces agents pénitentiaires vous ont dit qu'il y avait un rapport de l'administration pénitentiaire parlant de... Justement, ça je le confirme. Ça ne pouvait pas manquer. L'administration pénitentiaire ne pouvait pas manquer de faire un rapport réel à ce gouvernement. Rapport qui reste secret aujourd'hui. Justement. Alors à la suite de ce drame, les autorités politiques ont promis une amélioration des conditions de vie à Makala. Est-ce que de fait, ça va mieux aujourd'hui dans cette prison centrale de Kinshasa ? Pas du tout. Vous savez, ce gouvernement est habitué à faire des déclarations pour la consommation du public, alors qu'en réalité, rien n'est fait. Je dois vous dire ici que les prisonniers de Makala sont relégués à une existence indigne d'un être humain. Et vous dites qu'il y a plusieurs morts par jour, c'est ça ? Justement, vous savez, je commence par l'année 2023 et 2024. Pour ces 2 années-là, la moyenne des décès était de 10 morts par jour. Mais il arrivait des jours où on pouvait atteindre 30 morts par jour. Vous vous rendez compte ? À cause de la surpopulation dans les cellules. Justement, oui, il y a plusieurs raisons qui justifient cela. La surpopulation, le manque de soins médicaux, la nourriture qui manque. Il y a pas mal de raisons qui font à ce que ce nombre de décès puisse en tout cas être vrai. Longtemps, Jean-Marc Kabound, vous avez été l'un des principaux compagnons de Félix Tshisekedi. Après son arrivée au pouvoir, vous êtes même devenu le président par intérim du parti au pouvoir UDPS. Et puis en 2022, ça a été la rupture, puis la prison pour outrage au chef de l'État. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cette conférence de presse de juillet 2022 où vous avez tenu des propos virulents contre le chef de l'État ? Bon, je dois ici vous dire que je ne regrette rien. Mes propos n'ont pas été virulents. Moins encore des dénonciations comme beaucoup le disent. Mais c'était tout simplement un témoignage citoyen d'intérêt public voué à l'émancipation du peuple congolais pour son développement et c'est là pour garantir l'état de droit, le développement et l'éclosion sociale. Moi, j'ai rempli la part de mon contrat en tant que citoyen congolais, acteur politique et député national de surcroît. Je ne pouvais que dire ce qui devait être dit pour que les choses changent dans mon pays. En face, j'ai eu un monsieur qui tolère de moins en moins la contradiction, qui est réfractaire à la vérité, et c'est comme ça qu'ils m'ont fait subir cette persécution. Le 21 février, vous avez été libéré et le lendemain, le 22 février, Félix Tshisekedi, lors d'une rencontre avec les parlementaires de son camp, a invité ses opposants à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Est-ce que votre libération n'est donc pas un geste politique de sa part ? Non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans et je passais 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée parce que j'ai déjà passé 30 mois en prison injustement. Donc, ici, je ne voudrais pas que ma libération fasse l'objet des interprétations, des marchandages politiques. Donc, une décision a été prise pour arrêter l'injustice que j'étais en train de subir et pas par la volonté de Tshisekedi. Il faut avouer qu'il y a eu une forte pression depuis que j'étais en prison, tant par la communauté internationale que l'opinion publique interne du Congo. Les Congolais étaient mécontents de mon arrestation. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, les Congolais ne faisaient que dénoncer l'injustice que je subissais. Je crois que Tshisekedi, faisant face à cette pression, a dû lâcher et je suis heureux aujourd'hui que cette injustice se soit arrêtée, mais je n'ai pas l'intention de croire que cela a été corrigé. Alors, concernant le prétendu gouvernement d'union nationale, je crois qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de manipuler l'opinion, d'instrumentaliser la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Parce qu'il est allé aux élections. Il a dit qu'il avait gagné les élections à 73% et qu'il s'est tapé plus de 450 députés au Parlement. Je crois qu'il contrôle carrément le Parlement à 90%. Donc, si aujourd'hui il estime qu'il doit recourir à l'opposition, ça voudrait dire que Tshisekedi est confronté à une crise de gouvernance.
Il y a crise totale de gouvernance et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas lâché sur vous et sur deux autres prisonniers politiques, Mike Mukebayi et Seth Kikuni, qui viennent d'être libérés, afin de frapper les esprits et de montrer qu'il tendait la main vers l'opposition? Je crois que cela était une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition, parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebayi et Seth Kikuni, étions incarcérés injustement. C'est-à-dire, notre place n'était pas en prison. Et d'ailleurs, je crois que notre libération, jusqu'à preuve du contraire, reste insuffisante. Parce qu'il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala, qui continue de croupir injustement en prison. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est une catégorie de prisonniers dont le média et même les acteurs politiques ne font pas cas. Ce sont les généraux. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement. Ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement. Ça fait des années. Ici, je vais parler du général Philémon Yave. Je vais parler du général Djadidja. Ils sont nombreux. Et je ne comprends pas qu'un pouvoir se résume à arrêter toute personne sans le moindre ménagement, sans tenir compte de la loi et surtout l'enfermer sans lui donner accès à un procès équitable. Donc, le gouvernement Tshisekedi doit savoir que ma libération et la libération de deux autres ne suffit pas. Il y a d'autres prisonniers qui croupissent en prison injustement qui doivent être libérés. L'avancée du M23 dans l'est de votre pays, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que cette situation taraude les esprits de tous. C'est-à-dire pour tout Congolais épris de paix et de justice, l'avancée du M23 dans notre pays est inacceptable. Et ici, je tiens premièrement à compatir avec cette population de l'Est qui souffre, ça fait maintenant 30 ans, qui souffre et elle est sans défense, abandonnée à la merci du Rwanda. Mais en même temps, je vais dire ici que l'implication du Rwanda dans tout ce qui s'est fait à l'Est à travers le M23 n'est pas à démontrer. Et j'en appelle à la communauté internationale. Cette communauté doit comprendre que ce qui se passe au Congo est inacceptable et tout le monde doit demander au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo pour que le Congo retrouve la paix. Donc nous n'avons pas besoin de cette guerre. C'est vrai, Tshisekedi ne gère pas le pays comme il se doit. Il a choisi la voie de la violence, la voie de la persécution contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il a choisi la voie de la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements des deniers publics. Tout ça, nous connaissons. Mais nous ne pouvons pas ajouter à tout cela l'insécurité et la mort par les armes. Donc nous disons ici que le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC. Parce que le Rwanda viole le droit international, il viole la charte des Nations Unies qui dispose que l'agression est un acte proscrit par tous ces instruments juridiques internationaux. Est-ce que vous êtes pour ou contre un dialogue avec le M23? Je crois que cette question doit être débattue sans passion. Aujourd'hui, vous avez le camp Tshisekedi qui est englué dans un narratif qui ne donne pas d'issue. C'est un narratif qui, en réalité, n'explique rien. Et d'ailleurs, je crois que Tshisekedi s'est fait prisonnier de son propre narratif. À force de dire que les M23 sont des terroristes, aujourd'hui, il ne sait plus avancer. Mais au regard de la situation telle qu'elle se présente, qui est clair que la RDC n'a pas une armée capable de faire face au M23, il est de bonne loi que nous puissions envisager une solution politique pour résoudre cette crise. Donc, moi, je l'ai dit, que le dialogue doit se passer en deux temps. Parce que la crise que nous avons dans la partie Est, c'est une crise armée internationale. Vous avez des armées de plusieurs pays qui sont sur notre territoire et qui combattent. Donc cette crise ne peut être endiguée que par un dialogue au niveau international, sous l'égide, bien entendu, des organisations régionales, sous-régionales, même internationales. Et là, je souscris la démarche du processus de Luanda qui voudrait que Kagame et Tshisekedi puissent trouver un accord pouvant permettre la cessation définitive des hostilités. Et cela aura l'avantage de permettre des actions humanitaires
pouvant soulager ces populations meurtries tant longtemps. Et ce n'est qu'à cette condition qu'un dialogue national pourra maintenant avoir lieu avec les M23, j'insiste, avec les M23 comme partie au conflit. Et c'est M23 qui sera bien entendu débarrassé de RDF, de Rwandais, parce que l'accord que Tshisekedi et Kabila trouvera nous permettra de faire partir tous les militaires rwandais qui sont au M23. Et que ferons-nous des Congolais qui vont rester Nanga, Wilingoma et les autres? Donc, dire qu'on ne va pas négocier avec le M23, c'est une absurdité. Nous devons réfléchir. Le dialogue avec le M23, tout comme avec l'ensemble de la classe politique et de la société civile, demeure, c'est un impératif catégorique pour trouver la solution durable au problème de l'Est. Depuis votre libération, Jean-Marc Kabound, vous avez reçu plusieurs visites à votre domicile, notamment celle de l'opposant Martin Fayoulou. Est-ce que vous songez à une coalition avec lui dans l'opposition? Pour l'instant, je crois qu'il n'est pas question d'une quelconque coalition. Le pays est agressé. Nous voulons d'abord nous mettre ensemble, réfléchir pour faire une proposition à la crise. Nous voulons, nous, en tant qu'opposition, donner notre contribution à la résolution de cette crise. Se mettre ensemble pour produire un programme commun, une candidature commune, ça viendra après. Nous ne pouvons pas parler de ces choses-là tant que notre peuple est en train de mourir. Pour l'instant, la priorité, c'est la paix à l'est du pays. Mais vous réfléchissez avec Martin Fayoulou et d'autres opposants à une initiative commune, c'est ça? Bien entendu. D'ailleurs, nous devons déjà réfléchir sur ça parce que le régime Tshisekedi, qui est un régime finissant, doit laisser la place de 2028 et l'opposition ne va pas refaire la même erreur qu'en 2018 où elle est allée diviser et une partie a pris le pouvoir visiblement sans programme réel, sans vision pour diriger le pays. Mais cette fois-ci, le Congo a tant souffert. Le Congo a besoin des dirigeants honnêtes, des gens qui vont accéder au pouvoir pour travailler afin de pouvoir donner le changement attendu par notre peuple. Et vous êtes en contact également avec l'ancien président Kabila? Je crois que c'est un acteur politique important de notre pays. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être en contact avec lui. Mais d'ailleurs, moi, je veux même plus loin. Si demain, j'avais l'occasion d'avoir le contact de Nanga, je l'appellerai et je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense de ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis là pour parler à tout le monde. Et que diriez-vous justement à Corneille Nangaa, le patron du M23? Je lui dirais tout simplement que ce qu'il est en train de faire, on l'a déjà vécu dans ce pays. Avec Mouzé Kabila, on connaît les conséquences. Il doit arrêter de verser le sang des Congolais et revenir vite. Il doit arrêter à travers un cessez-le-feu. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là, les cessez-le-feu unilatéraux et qui finalement 2 jours après c'est lui-même qui le viole. Mais il doit décréter un cessez-le-feu et le gouvernement, je crois que dans sa position actuelle, ne pourra pas s'y opposer pour accepter d'intégrer le processus du dialogue en fin d'une résolution pacifique de ces conflits. Alors vous dites que Félix Tshisekedi doit laisser la place en 2028. Qu'est-ce que vous pensez du projet de nouvelle constitution? Non, ça c'est une vaste blague. C'était une vaste blague et j'ai dit que Tshisekedi m'a déçu. C'est vrai qu'il m'avait déjà déçu. Je l'avais exprimé lors de mon point de presse du 18 juillet 2022, mais je ne pouvais pas m'attendre à cela. Changer la constitution pour briguer un 3e mandat, c'est une insulte à notre combat. C'est fouler aux pieds le combat de Etienne Tshisekedi. C'est cracher sur la mémoire de tous nos martyrs, tous ceux qui sont morts pour la démocratie, l'état de droit et l'alternance pacifique. Je crois que Tshisekedi avait perdu la tête. Je crois que cela n'est ni moins ni plus un coup d'État constitutionnel. Donc Tshisekedi a commis l'erreur. Je crois que cela restera comme une tache noire que personne n'oubliera à son passage à la tête de ce pays. Si demain, Jean-Marc Kabound, le pouvoir libère les généraux actuellement en prison et renonce à son projet de changement de constitution, est-ce que vous pourriez accepter d'entrer dans un gouvernement d'union nationale avec Alliance pour le changement? Donc, j'ai dit déjà d'entrée de jeu que je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Le problème n'est pas seulement celui des arrestations. J'aimerais bien que ces généraux katangais recouvrent leur liberté et tant d'autres prisonniers politiques que je venais de citer ici. Mais ça, c'est une manche du problème. Un autre problème restera celui de la vision. Parce que si aujourd'hui il est question que nous puissions être ensemble, cela ne doit pas être du fait de la volonté d'un individu qui veut sauver sa peau, qui veut sauver son pouvoir. Et en fin de compte, nous tous ici, nous allons accompagner quelqu'un, un individu qui est Tshisekedi. Non, cela ne pourra pas se passer ainsi. Donc la gouvernance doit être
être basé sur un programme, sur une vision claire. Et je ne vois pas Tshisekedi aujourd'hui garantir cela, premièrement. Et deuxièmement, Tshisekedi n'est pas un homme de parole. Tshisekedi ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des autres. C'est vrai qu'il peut, dans un forum, dire voilà, j'accepte, ça sera ainsi, et puis demain, tout porte à croire que Tshisekedi va se rebuffer et jeter tout dans la poubelle et se comporter comme il s'est toujours comporté. Donc pour moi, je n'ai pas de garantie que Tshisekedi pourrait changer pour être ensemble avec lui. Et je considère que cela est derrière moi. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Félix Tshisekedi depuis le 21 février? Non, pas encore, pas encore. Mais c'est prévu, hein? Non, moi, je n'en ai pas l'intention, je ne trouve pas l'intérêt de lui parler, mais si lui le désire, je ne lui fermerai pas la porte, je lui dirai ce que je pense. Comme je vous ai dit ici que le jour que j'aurai l'occasion de parler en Anga, je lui parlerai, je n'aurai peur de rien. Et même si Tshisekedi le désire aujourd'hui, et s'il veut me parler, je ne peux pas fermer la porte. La politique nous exige de toujours parler, échanger. Et est-ce que vous vous êtes parlé depuis le 21 février avec sa maman, Marthe Tshisekedi, avec qui vous êtes très liés depuis longtemps? Non. Depuis que j'étais arrêté jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais parlé. Est-ce que vous serez candidat en 2028? Bien sûr. Je crois qu'après tout ce que nous avons vécu, après avoir accumulé tant d'expérience, d'opposants, d'hommes clés du pouvoir et aujourd'hui quitter le pouvoir pour ses convictions, je crois que nous avons suffisamment acquis de l'expérience et de la notoriété qui pourra nous permettre de bien gouverner, de bien gérer ces pays au fait. Donc aujourd'hui, je crois que nous présenterons notre programme, nous présenterons notre vision du Congo et c'est avec ça que nous solliciterons le suffrage de notre peuple pour nous rassurer que nous pouvons faire quelque chose pour ces pays. Je ne me vois pas aujourd'hui donner le maire de moi-même, changer ces pays comme je l'entends, comme ministre. Non, je crois que maintenant, moi et mon parti et tous ceux qui voudront se mettre autour de moi, nous sommes en train de préparer un programme de gouvernement qui est basé sur la vision que nous avons pour gouverner autrement demain. Oui, mais vous n'êtes pas tout seul, Jean-Marc Kabound. Il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayoulou, il y a Joseph Kabila qui vient de revenir sur la scène politique avec sa tribune dans la presse sud-africaine. Oui, l'opposition congolaise a été toujours plurielle. Mais moi, j'ai toujours insisté sur un fait qui est plus important, c'est la transparence et la régularité du processus électoral. Dès lors que nous avons un processus électoral équitable, transparent, nous n'avons pas de crainte que celui qui va l'emporter va normalement diriger le pays. Donc vous êtes confiant à condition que le scrutin soit transparent. Justement. Jean-Marc Kabound, merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.